Donc, dans cette présentation, nous allons voir une brève introduction, puis nous allons voir l'évolution des soins de santé, surtout dans l'aspect numérisation. Ensuite, nous allons aborder le thème le plus important de cette présentation, qui est la sécurité des données médicales à l'ère du numérique. Puis, nous concluons cette présentation. Donc, les soins de santé ont connu plusieurs évolutions. Donc, nous avons connu les soins de santé 1.0 dans les années 1990 et qui consiste à la numérisation des notes des médecins en les introduisant dans les ordinateurs. Ensuite, il y a eu un besoin de remonter ces informations pour les centraliser au niveau des hôpitaux. Donc il y a eu des créations l'intégration et la gestion des données numériques des patients à travers des systèmes. Donc, ils ont créé des systèmes pour gérer et centraliser au niveau des infrastructures de santé les données saisies par les médecins. Donc, connu sous l'appellation des soins de santé 2.0. Ensuite, il y a eu un besoin de remonter toutes ces données-là qui se trouvent dans les différentes structures de santé au niveau national. Donc c'est connu sous l'appellation des soins de santé 3.0 et qui consiste à la compilation et le regroupement de toutes les données des patients dans les dossiers de santé électroniques appelés UHR Electronic Health Record. Donc ce sont des données avec un format standard. Donc le fait d'avoir des formats standards pour les données de santé permet de mieux exploiter ces données au niveau national ou même bien au niveau international. Nous vivons actuellement dans les pays développés comme par exemple les États-Unis, les soins de santé 4.0. Donc c'est quoi les soins de santé 4.0? C'est l'intégration des nouvelles technologies qui est les capteurs, l'utilisation des capteurs qui sont associés au corps humain pour collecter des informations de santé en temps réel. Et ensuite, ces données-là qui sont en grand nombre et très riches sont utilisées par des algorithmes d'intelligence artificielle pour faire la prédiction ou la détection de maladies. Donc ici en Algérie, la numérisation introduite par le monsieur le ministre, donc nous vivons actuellement les soins de santé, l'évolution des soins de santé 1.0, 2.0, 3.0. Inch'Allah, dans le futur, nous pensons à l'utilisation des capteurs et d'intelligence artificielle pour améliorer encore plus les soins de santé, mais ce passage-là par la numérisation est essentiel. Donc cette numérisation est appelée comme le précédent présentation, dans la précédente présentation, c'est le e-santé. Donc c'est l'utilisation des sciences de l'information et de la communication dans les soins de santé. Donc il y a plusieurs applications comme le mobile health, comme nous pouvons le voir dans le premier item. Donc nous avons le mobile health, le telehealth et le digihealth. Nous allons voir chacun de ces items. Donc pour le mobile health, c'est comme je viens de le dire, c'est l'utilisation des capteurs qui sont associés au corps humain. Donc ces capteurs-là, ils peuvent être portés ou bien implémentés à l'intérieur du corps humain. Donc ces capteurs-là permettent de collecter des données physiologiques en temps réel, puis envoyer vers des serveurs distants où ils sont stockés, puis analysés par des algorithmes, par exemple, d'intelligence artificielle. Donc, cependant, ces capteurs-là sont dotés d'une faible capacité de calcul et de transmission ainsi que d'énergie. Donc, il faut sauvegarder la batterie de ce genre d'équipement, car cela nécessite des interventions chirurgicales pour les remplacer, comme par exemple les pacemakers, ou bien les insulin pump injection, ou bien par exemple les implants qui se trouvent qui s'implémentent dans le cerveau humain, qui permettent de traiter des problèmes neurologiques comme par exemple le Parkinson. Donc ces données-là sont envoyées en premier lieu vers des équipements personnels qui sont proches du corps humain, donc comme par exemple les smartphones. Donc ces données-là reçoivent un pré-traitement avant de les envoyer vers des serveurs dotés de plus grande capacité de stockage et de calcul, comme par exemple les serveurs d'hôpitaux ou bien du ministère, pourquoi pas. Et à ce niveau-là, il y a des algorithmes d'intelligence artificielle qu'on peut utiliser, qu'on peut exploiter sur ces données-là pour faire de la prédiction, de la détection de maladies. Et je tiens à préciser que ces algorithmes-là, ce sont des algorithmes d'aide à la décision. Donc la décision finale sera toujours prise par les médecins.
Nous avons aussi le téléhub. Donc le téléhub, c'est la télésanté, désigne la prestation de services de santé à distance à l'aide des technologies de l'information et de la communication. Donc le patient, donc ici en Algérie, on souffre de problèmes de déserts médicaux, par exemple dans le sud, où il y a un manque d'infrastructures de santé. Donc cette technologie-là apporte une solution aux patients qui ne peuvent pas se déplacer à chaque fois et parcourent de longues distances pour rejoindre des infrastructures de santé adéquates. Donc la télémédecine permet de faire la consultation du patient à distance sans que le médecin ni le patient aille à se déplacer. Nous avons aussi le DigiHealth qui exploite qui exploite les capacités de technologie de l'information numérique pour améliorer la précision et la personnalisation de la prestation du service de santé. Donc c'est un tout, ça regroupe toutes les technologies possibles qu'on peut intégrer dans le domaine de la santé pour améliorer les soins de santé pour les patients. Donc l'intégration de la numérisation et l'intégration de nouvelles technologies pour améliorer les soins de santé présente un nombre d'avantages qui sont que les données médicales sont plus précises pour une efficacité accrue du traitement, une réduction des erreurs médicales et identification précoce de maladies, un passage d'un modèle de soins curatif à préventif, une surveillance en temps réel et en continu de la santé des patients, une gestion efficace des maladies chroniques à travers des équipements médicaux qui sont implémentés ou portés, comme par exemple les pacemakers. Donc nous avons les insulin pump injection qui permettent de traiter les malades de diabète. Nous avons les simulateurs cardiaques pour les gens qui souffrent d'anomalies cardiaques. Et nous avons aussi les implants cérébraux profonds qui sont utilisés pour traiter les problèmes neurologiques. Nous avons aussi l'avantage d'avoir un accès distant aux données médicales pour les personnels de santé et les familles des patients. Aussi, ces technologies permettent de réduire les visites à l'hôpital, ainsi que de réduire les coûts et de l'utilisation des ressources, ainsi qu'une amélioration des services de santé pour les patients et les fournisseurs. Et enfin, elle permet de combler les lacunes en l'absence de services de santé ou de travail qualifié dans les régions en faible revenu. Cependant, malgré les avantages que présente la numérisation et l'intégration de ces nouvelles technologies pour améliorer les soins de santé, elle fait face à un des défis majeurs qui est la cybersécurité, ou bien comment assurer la sécurité des données dans le domaine médical à l'ère du numérique. Donc, ceux qui peuvent représenter une menace sur les données de santé sont de deux types. Il peut s'agir d'une menace interne ou bien externe. Interne, c'est-à-dire qu'il s'agit de personnels qui sont autorisés à traiter ou bien à saisir les données de santé. Donc ces personnes-là, on doit s'assurer à travers des mécanismes de logiciels, à s'assurer que les données saisies par exemple par les administrateurs ou bien par les médecins soient intègres et ne contiennent pas d'erreurs. Donc il faut s'assurer que les données soient correctes lors de la saisie. Donc il peut s'agir d'erreurs lors de la saisie, donc il faut traiter ce genre de cas. Nous avons aussi des menaces externes, donc il s'agit d'acteurs externes avec des intentions malveillantes qui peuvent cibler le système de numérisation de la santé. Donc ils sont motivés par diverses motivations, donc ils peuvent avoir des motivations politiques. Nous avons eu par exemple récemment une attaque qui a ciblé le système hospitalier français où il y a eu une divulgation de plus de 30 millions de personnes de données sur les patients en France, et ils soupçonnent un autre État qui a prémédité ce genre d'attaque. Donc il y a des raisons politiques à conduire ce genre d'attaque. Il y a aussi des raisons financières, donc les attaquants peuvent être motivés financièrement pour conduire ce genre d'attaque. Pourquoi? Parce que les données médicales coûtent très cher dans le dark web. Donc l'attaquant, il suffit qu'il vole les informations des patients, les mette sur le dark web pour les revendre. Et chaque information qui concerne les patients peut se vendre très cher sur le dark web. Donc les attaquants peuvent être motivés par des raisons politiques ou bien pour des raisons financières.
Il peut s'agir aussi pour des motivations terroristes. Donc il y a la célèbre histoire du vice-président des États-Unis, Dick Cheney, en 2003. Donc ce vice-président, il avait un pacemaker. Et comme vous le savez, le pacemaker est doté d'un module qui permet de prendre, ou bien de paramétrer ce pacemaker à distance via un équipement tierce. Donc Dick Cheney a demandé explicitement à ce que ce module-là soit désactivé parce qu'il occure une menace qui peut l'atteindre pour des raisons terroristes ou bien politiques. Donc nous avons parlé des cybercriminels, parler des différentes motivations qui peuvent amener les personnes malveillantes à conduire des attaques sur les systèmes de santé. Ici, nous allons parler de quelques statistiques intéressantes qui montrent le danger de la cybersécurité sur les systèmes de santé. Donc, il y a actuellement 2244 cyberattaques par jour. Les attaques de ransomware, ce sont les attaques qui ciblent les systèmes de santé en les cryptant. Donc, l'accès aux données des patients ainsi qu'au système d'information de santé devient inaccessible. L'attaquant demande une rançon pour qu'il décrypte les données et le système. Donc ce genre d'attaque se produit tous les 10 secondes dans le monde. Nous avons aussi une attaque qui se produit tous les 39 secondes en moyenne sur le web. Pourquoi le web? Pourquoi on est intéressé par le web? Parce que une fois qu'on a, on va dire, centralisé les données des patients, l'affichage ou bien l'accès à ce genre de données ou bien l'historique de soins de santé va se faire à travers une application, soit mobile, soit web. Il se fait bien sûr à distance. Donc il faut aussi porter une attention particulière à la sécurité web. Donc, comme cette statistique indique, qui dit que toutes les 39 secondes en moyenne sur le web, il y a une attaque. Donc, en conclusion de ces statistiques alarmantes, en matière de cybersécurité, la question n'est pas de savoir si vous allez vous faire attaquer, mais quand. Ici, nous allons parler de quelques informations aussi intéressantes sur le domaine de la santé. Donc, il y a une sous-déclaration des blessures et décès liés à des défauts informatiques. Donc, il est estimé que jusqu'à 2000, il y a 2000 décès annuels au Royaume-Uni dus à des erreurs informatiques. Donc, il faut s'assurer de l'intégrité des machines ainsi que des données. Il y a des possibilités de piratage médicaux critiques tels que les pacemakers et les pompes à insuline. Donc il y a des recherches qui ont été conduites et qui ont été publiées et qui démontrent que les équipements médicaux qui sont implémentés à l'intérieur du corps humain, que ce soit les pacemakers, les pompes à insuline, à injection, les pompes qui permettent d'injecter l'insuline ou bien les implants qui se trouvent au niveau du cerveau humain, peuvent être piratés. Ce qui représente un danger vital pour les patients. Donc la préoccupation concernant les violations de la confidentialité des patients, il y a aussi cette préoccupation par rapport à la confidentialité et les données personnelles des patients. Donc il faut protéger l'accès à ce genre de données pour qu'ils ne soient pas volés ou bien divulgués sur Internet. Donc nous avons cette attaque qui est célèbre, qui a visé le secteur de santé en juillet 2018. Singhealth, qui est le principal groupe hospitalier de Singapour, a subi une violation de données majeures impliquant le vol de 1,5 million de dossiers personnels et de données sur les médicaments ambulatoires de 160 000 patients. Parmi les données qui ont été volées et divulguées sur Internet se trouvent les données du Premier ministre de cette époque-là de Singapour. Ici, nous allons passer en revue les différents types d'attaques qui peuvent atteindre les systèmes hospitaliers ou bien les systèmes d'information dus à la numérisation du système de santé. Donc nous avons les malwares qui peuvent être de type virus, vers ou chevaux de Troie. Donc ce sont des logiciels malveillants qui une fois qui pénètrent dans un ordinateur qui se trouve dans un système, ils vont infecter l'ensemble du système d'information. Et ce genre de logiciels malveillants, ils peuvent apporter des modifications, ils peuvent altérer les données, comme ils peuvent les voler pour
les voler et les envoyer vers des serveurs distants afin de les divulguer sur le dark web par exemple. Nous avons un autre type d'attaque qui est l'ingénierie sociale, parce que n'importe quel système d'information, si on investit les moyens nécessaires, que ce soit sur le plan logiciel ou bien hardware, l'aspect le plus vulnérable au sein d'un système d'information, c'est l'aspect humain. Le facteur humain, c'est le plus vulnérable. Donc l'attaquant va essayer d'exploiter cette faiblesse en essayant d'utiliser des techniques d'ingénierie sociale. Donc ce sont des attaques qui utilisent par exemple des emails ou bien des SMS. Donc il vous envoie un email, il vous emmène, cet email est conçu d'une façon parce que vous cliquez sur un lien ou bien que vous téléchargez un fichier. Une fois que vous avez cliqué sur le lien ou que vous téléchargez ce fichier, votre ordinateur est infecté parce qu'il est associé à un logiciel malveillant, par exemple un malware. Donc il faut faire très attention quand vous manipulez vos emails ou bien vous recevez des SMS. Donc cela peut se faire à travers une sensibilisation des utilisateurs de ce genre de système pour les sensibiliser à ne pas cliquer sur ce genre de lien ou bien à télécharger des liens ou télécharger des fichiers malveillants. Nous avons notre type d'attaques qui sont des attaques cybernétiques. Donc, dans n'importe quel système d'information, il y a une communication entre deux entités. Par exemple, des patients ou bien des données des patients qui se trouvent au sud vont à un certain moment devoir être envoyés vers un serveur centralisé, par exemple le ministère. Et cet envoi doit se faire à travers une communication, par exemple Internet. Là, l'attaquant il va essayer d'exploiter ce genre de communication en se positionnant au milieu de cette communication, ce que l'on appelle de l'homme au milieu. Donc il va essayer d'intercepter cette communication pour avoir un accès à des données confidentielles ou bien stopper cette communication pour pas que les données arrivent à destination, ce qu'on appelle un déni de service, ou bien il va tout simplement modifier les données pour altérer ces données et donc fausser les résultats finaux qui vont se faire au niveau du serveur d'un hôpital ou bien d'un ministère. Ensuite, nous avons le dernier type d'attaque qui est l'attaque sur les appareils sans fil immobiles. Donc, une fois qu'on accède à un hôpital, donc n'importe quel appareil électronique connecté, parce que le mot cyberattaque ou bien cyberdéfense ou bien cybermenace, ce sont des mots composés où il y a le mot cyber. Donc cyber fait référence à l'utilisation de l'Internet. Donc tout appareil qui permet de se connecter à Internet rentre dans le cadre du cyber. Donc il représente une menace, donc il peut s'agir de cyberattaque, etc. Donc il faut bien des appareils mobiles qu'on introduit au sein des hôpitaux, etc. Il faut les sécuriser. Maintenant, nous avons parlé de l'aspect cybermenace et cyberattaque. Nous allons voir maintenant comment on peut faire pour sécuriser ce genre de système d'information. Il y a le célèbre cube qu'on appelle le Cybersecurity Cube de John McCampbell, qui est porté sur 3 dimensions. Donc la première dimension consiste à assurer la sécurité des données médicaux sur 3 aspects, qui est la confidentialité. Donc on doit s'assurer que les données médicaux doivent être accessibles que par les personnes autorisées. Nous avons aussi l'aspect intégrité, donc nous devons nous assurer que la donnée médicale, que ce soit lors de la période de la collecte, du transfert ou du traitement de cette donnée, ne soit pas altérée dans chacun de ces 3 phases. Nous avons enfin l'aspect disponibilité, donc nous devons nous assurer que l'historique de santé du patient ou bien les données médicaux du patient doivent être accessibles à n'importe quel moment. Donc ce qu'on appelle la disponibilité. Donc ces 3 aspects qui est la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité doivent s'appliquer sur les données au niveau des 3 états qui connaissent les données de santé, que ce soit collecte, transfert ou bien traitement de cette donnée. Donc nous avons aussi, enfin nous avons la 3e dimension de cette cybersécurité cube de John McCampbell, qui est l'utilisation de moyens technologiques pour assurer les 3 aspects. Confidentialité, intégrité et disponibilité de ces données. Donc les moyens technologiques peuvent être de type software, donc ce sont des logiciels qu'on installe au niveau des endpoints, ou bien hardware, donc ce sont des équipements
qu'on installe au niveau, par exemple, du réseau. Il peut s'agir, par exemple, de firewall, etc., qui permettent de sécuriser notre réseau. Il peut s'agir aussi de moyens physiques, comme par exemple des caméras de surveillance qui surveillent l'accès, par exemple, aux serveurs qui contiennent les informations des patients. Il peut s'agir aussi de cartes d'identité ou bien de biométrie qui permettent d'identifier la personne qui accède au serveur. Il faut aussi prendre en considération les phénomènes naturels qui peuvent impacter les dispositifs physiques d'un système d'information, comme par exemple les inondations, les tremblements de terre ou bien des chaleurs extrêmes. Donc il y a des mesures qu'on peut prendre pour protéger le serveur contre ce genre de phénomènes naturels, comme par exemple surélever le serveur qui contient les données, afin que dans le cas où il y a une inondation, donc l'eau va s'infiltrer en bas et ne va pas la partie serveur. Nous pouvons aussi adopter des structures antisismiques pour le cas de tremblement de terre. Et pour les cas de chaleur, il faut que le serveur, là où se trouvent les données, doit être dans un environnement, on va dire, climatisé. Donc, comme vous pouvez le constater, donc nous avons des utilisateurs d'un système d'information et nous avons aussi le matériel. Donc il faut aussi, dans le deuxième aspect de troisième dimension du cube de John Campbell, avoir une politique, une procédure pour organiser cette interaction entre le système d'information et les utilisateurs. Donc, par exemple, un agent de sécurité ne doit pas avoir les mêmes privilèges, par exemple, qu'un médecin lors de l'accès au système d'information. Donc, comment régir tout ça? C'est à travers la mise en place d'une politique et de bonnes pratiques de sécurité au sein d'un système d'information. Donc, cela représente le deuxième aspect du cube de Jamal Campbell. Ensuite, nous avons à la fin les gens qui utilisent ce genre de système. Donc, comme je l'ai dit précédemment, il faut toujours sensibiliser les utilisateurs de ce genre de système contre les possibles attaques, contre les possibles cyberattaques. Donc, le moyen faible de n'importe quel système d'information, c'est l'humain. Donc l'humain, c'est le moyen le plus vulnérable d'un système d'information. Donc il faut toujours apporter une sensibilisation pour qu'il soit averti des risques de cyberattaques qui peuvent impacter le système de santé. Ici comme dernier point, nous pouvons voir la structure utilisée pour sécuriser un système d'information, ce qu'on appelle le SOC, qui est un centre des opérations de sécurité. Donc, voici son architecture, elle est composée d'un socle libre, donc c'est lui qui va organiser toute la défense de la cyberdéfense du système d'information au niveau d'un hôpital. Nous avons l'analyste libre, donc c'est lui qui va analyser tous les événements qui se produisent au niveau d'un système d'information au niveau d'un hôpital. Donc l'analyste libre, il est en charge de deux niveaux d'autres analyses, qui est analyse de niveau 1 et analyse de niveau 2. Nous avons une équipe d'incident response, donc c'est une équipe qui va intervenir en cas d'attaque en cours. Donc je vais vous donner un exemple. Si un hôpital se fait attaquer, quelles sont les mesures qu'on doit prendre pour limiter les dégâts? Ici, on doit avoir dans un système hospitalier ou bien un système d'information au sein de l'hôpital, une équipe qui permet d'intervenir en cas d'attaque. Donc ici, par exemple, parmi les bonnes pratiques à suivre lors d'une attaque, c'est, par exemple, si nous constatons qu'il y a un vol de données qui est en cours, nous pouvons, par exemple, désactiver l'Internet ou bien éteindre les serveurs carrément. Ceci permet de diminuer l'impact de ce genre d'attaque, mais il faut avoir au sein d'un système hospitalier une équipe qui permet d'agir en cas de cyberattaque. Nous avons en dernier lieu un profil de penetration tester, donc ce sont des profils plus offensifs qui permettent de tester le système d'information. Donc une fois qu'ils détectent par exemple qu'il y a une vulnérabilité qu'ils ont pu exploiter, donc ils vont réaliser un rapport qu'ils vont l'envoyer à l'équipe de SOC qui vont prendre en charge cette vulnérabilité pour la corriger. Donc en conclusion, la numérisation dans le secteur de santé présente des avantages significatifs en matière de précision de diagnostic, de gestion de maladies chroniques, etc. Cependant, il présente des défis, parmi lesquels la cybersécurité,
Cela représente un risque potentiel lié à la sécurité des données médicales et à la confidentialité. Donc, en conclusion, il faut avancer avec prudence dans la numérisation du secteur de santé. Il faut accorder donc une attention particulière en considération de cybersécurité et assurer la protection et le bien-être des individus tout en exploitant le potentiel transformationnel du e-health dans le secteur de la santé. Je vous remercie pour votre attention.